Puis sur le terrain, l'une de nos équipes, bonjour Charline Hurel, vous êtes à Kremenchuk 2 jours après la destruction d'un supermarché. Vous êtes d'ailleurs la première télévision à pouvoir tourner sur ces lieux. On peut dire aujourd'hui que la thèse de l'erreur de cible de la part des Russes semble s'imposer, notamment la diffusion des dernières images satellites. Oui, et on va vous le montrer. Nous sommes dans l'enceinte de l'usine actuellement. Vous le voyez, là, il y a un débris. Ça, c'est le débris de la façade du centre commercial. Alors, justement, Axel va vous montrer un petit peu les images en hauteur de cette usine. Vous voyez bien que le deuxième impact, en tout cas, ne s'est pas passé ici, parce que sinon, ce serait visible. Il n'y a simplement que des vitres qui sont soufflées. En revanche, voilà, je monte les escaliers pour avoir un point haut. Parce que quand on se retourne de l'autre côté, on a le centre commercial. Regardez, c'est ici, vous voyez les pompiers qui sont encore en train de travailler. Et là, on constate bien que donc le deuxième missile, il est tombé juste ici. Donc c'est derrière le centre commercial. Ça a évidemment touché ce centre commercial. Mais vous constatez bien qu'il y a très peu de distance avec l'usine dans laquelle nous sommes, le centre commercial qui est ici. Quelle est la conclusion, du moins la réflexion qu'on peut tirer de tout cela? C'est qu'il y a bien eu 2 missiles qui sont tombés ici, mais le premier est donc tombé beaucoup plus loin dans l'usine. Le second est tombé ici, mais peut-être est-ce une erreur parce qu'on constate en tout cas que c'était vraisemblablement beaucoup plus l'usine qui a été touchée. Mais malheureusement, c'est ce centre commercial qui a été touché. Et je rappelle juste ce bilan humain pour le moment. 18 morts, 36 disparus, 59 blessés. Voilà les conséquences de 2 missiles qui tombent dans une ville ici en Ukraine. Merci à vous, Charline Hurel. On ne soulignera jamais assez l'importance de votre travail sur le terrain. Vincent, je voulais dire quelque chose sur cette frappe? Non, pas de commentaire particulier à ce stade. Alors on va partir à Lysychansk, dans le Donbass. Face à la pression russe, les troupes ukrainiennes réorganisent leur défense. Une nécessité, mais surtout un changement de stratégie. Fini les défenses héroïques, très coûteuses en hommes et en équipement, comme à Mariupol. Illustration aussi que le politique laisse enfin le terrain aux militaires. Voyons tout de suite avec vous, Laura Pouget, ce que ça donne. Où se replie l'armée ukrainienne? C'est dans la ville de Siversk que l'armée ukrainienne se serait maintenant repliée, soit à l'ouest, vous voyez, du bastion Severodonetsk, Lysychansk. Un recul qui s'est amorcé vendredi quand l'armée a reçu l'ordre d'abandonner Severodonetsk après des semaines de combat et alors que 90% des bâtiments de la ville seraient détruits. Il se serait alors replié vers Lysychansk en traversant la rivière Donetsk à l'aide de canaux pneumatiques et de barges flottantes avant de reculer encore hier et d'envoyer leurs véhicules et leurs effectifs à Siversk, tout en positionnant leurs pièces d'artillerie dans les forêts, il y en a, qui bordent la ville. Siversk, qui est elle aussi une ville dans une situation difficile, soumise à des bombardements réguliers, qui n'a plus d'eau ni d'électricité depuis 2 mois. Est-ce que ces avancées russes, ça veut dire que Moscou est en train de remporter la bataille du Donbass? Attention à ne pas aller trop vite. D'après l'Institut américain pour l'étude de la guerre, les Russes ont perdu beaucoup à Severodonetsk en termes d'hommes et d'équipements pendant ce siège qui a duré plus d'1 mois. Il faudrait donc que Moscou parvienne à reconstituer les forces qui ont combattu et à bien les redéployer pour réussir la phase suivante qui devrait normalement se passer dans l'oblast voisin, celui de Donetsk, et viser les villes, regardez, de Sloviansk et Kramatorsk, définis il y a longtemps comme des objectifs du Kremlin, mais jamais atteints pour l'instant. Toujours d'après cet institut, les Russes conduiraient en ce moment une offensive au nord de Sloviansk, regardez, sans succès à ce stade. Merci beaucoup, Laura Pouget. Général, on le disait, est-ce que c'est la fin de l'héroïsme à tout crin du côté ukrainien? C'est-à-dire qu'on a retenu de ses erreurs, notamment sur le terrain, en disant tout simplement ça ne sert à rien de sacrifier des hommes et du matériel, autant essayer de se replier. C'est quand même mieux pour la suite des combats. C'est un repli tactique qui est tout à fait logique sur le plan militaire. Il n'y a rien à dire. Mais ce n'était pas la logique jusqu'à présent des Ukrainiens. C'est-à-dire qu'à Mariupol, la ville a été encerclée très tôt. Les troupes ont vraisemblablement été piégées dans l'usine Azovstal. Là, il y avait une possibilité de se replier. Et ils ont pris cette décision, qui est une décision militaire tout à fait normale. Et donc, ils ont réussi à les évacuer. C'est un repli tactique sur Lysychansk. Donc oui, dans tous les cas de figure, c'est assez logique sur le plan militaire. C'est pas la fin de l'héroïsme. Je veux dire, on n'a aucun intérêt à perdre des troupes qui sont entraînées, qui ont l'habitude de combattre, et simplement en les positionnant, en les sacrifiant, comme faisait par exemple, a fait Adolf Hitler à Stalingrad. Il a empêché l'armée de Paulus de se retirer, et donc 91 000 hommes ont été
été pris dans le chaudron qu'il n'a plus eu pour la suite de la guerre. Donc là, c'est tout à fait... ça me paraît une décision raisonnable. Et ça ne veut pas dire que le front est en train de céder. Ça veut dire qu'ils se replient, ils sont installés dans la profondeur. Dans la profondeur, c'est Lysychansk, et vraisemblablement plus vers l'ouest si nécessaire. Et on voit que les Russes, quand même, sont à la peine pour essayer de refermer la poche du nord et du sud. Vincent, quand je disais c'est la fin d'un héroïsme à tout crin, et on le disait, Claire aussi, que c'est peut-être les militaires sur le terrain et plus les politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut abandonner une population et on peut éviter de se faire massacrer mètre par mètre par les Russes. On peut se repositionner. L'héroïsme, ça n'est ni l'immolation, ni le suicide collectif. Souvenez-vous que précisément, après avoir tenu le front de Mariupol, l'enclave de Mariupol, telle était son instruction, Volodymyr Zelensky lui-même avait dit « Nous avons besoin, je le cite, de nos héros vivants ». Et le prix à payer était quand même très lourd, à la fois en termes opérationnels et en termes symboliques. C'était la reddition de certains membres d'unités d'élite. Bon. Donc, il ne s'agissait pas de renouveler cette expérience à Severodonetsk. Pour autant, je pense qu'il faut nuancer. D'après, justement, l'Institut pour l'étude de la guerre que Laura citait lors de ses explications, le fait que le choix tactique a été celui de ce qu'on appelle une défense de l'avant, c'est-à-dire où on tient au maximum pour user l'assaillant, a quand même coûté très cher en hommes et matériel aux Russes. Donc, il fallait trouver un point moyen entre une défense rationnelle, qui donc est un coût prohibitif pour les Russes, et puis, encore une fois, le suicide collectif. Bon. Et d'ailleurs, ce qui explique que la position de Lysychansk n'a pas pu être tenue, c'est que les Russes, à l'évidence, ont réussi à manœuvrer par le sud, et qu'en ce moment même, il y a encore des combats farouches sur les faubourgs sud et sud-ouest de Lysychansk. Ce qui explique aussi, comme on l'a vu à l'instant, que la ligne durcie, comme disent les militaires, de repli suivante, elle est nettement plus au sud-ouest. Mais pendant toute cette période, les Ukrainiens ont eu précisément le temps d'organiser cette défense-là. Donc, alors, vous évoquiez, je termine là-dessus, l'hypothèse de dissension. Il y en a eu. Il y en a eu. Et d'ailleurs, même certains Ukrainiens l'admettent. Entre ceux qui étaient partisans d'un repli tactique un peu plus précoce et ceux qui estimaient qu'effectivement qu'il fallait tenir pour laisser le temps aux armes occidentales de précision ou de qualité d'être acheminées et pour, encore une fois, user un assaillant dont on sait que la cohérence opérationnelle n'est pas la qualité principale. Oui, simplement un tout petit détail, il faut s'appuyer, c'est un pays plat quand même, il faut s'appuyer sur les obstacles naturels. Et les obstacles naturels, c'est essentiellement les fleuves. Je veux dire, si vous les laissez déboucher dans une plaine, après, il n'y a plus rien qui permet de retenir l'adversaire. Or là, il y avait le Donetsk, c'était assez logique sur le plan militaire de s'appuyer sur le Donetsk pour essayer de retenir le plus longtemps possible et d'user l'adversaire. Parce que pendant ce temps-là, comme vous l'avez dit, ils ont perdu plus de 800 chars, etc. etc. Donc ça, c'est très important. Les forces russes sont certainement pas en bon état. Anne-Crasse. Oui, mais moi je constate une chose, c'est que le président Zelensky a dit, je crois hier, qu'il souhaitait ardemment que la guerre se termine avant l'hiver. Et donc ça, cette phrase implique évidemment une conscience de la possibilité que l'Ukraine ne gagne pas la guerre et le raisonnement qui a fait qu'ils ont dû se retirer de la ligne de front. Et en écho à cela, Jean de Glignasti, par ailleurs, Joe Biden, on le disait tout à l'heure, commence à émettre des doutes sur le fait que l'Ukraine puisse garder son intégralité territoriale, même si, comme nous disait Laura, ce recul de l'armée ukrainienne, ça ne veut pas dire que le Donbass est encore tombé. Oui, de toute façon, l'Ukraine s'est montrée prête le 29 mars à Istanbul à reconnaître une certaine perte de territoire. C'est-à-dire qu'à Istanbul, le communiqué disait que Donetsk et Lugansk et la Crimée voient leur statut reporté à 15 ans pour leur définition. Ça veut dire que concrètement, déjà, l'idée d'un certain abandon territorial était déjà dans la tête des Ukrainiens. Puis, entre-temps, les Ukrainiens ont gagné des batailles et donc leur appétit a augmenté, si j'ose dire. Enfin, en tout cas, leur désir de récupérer intégralement
totalement leur territoire. Et puis maintenant, ce sont les Russes qui ont la main et qui gagnent, et donc eux-mêmes disent, déclaration de Peskov, le porte-parole de Poutine, en disant il suffirait qu'il capitule pour arrêter la guerre. Donc on est dans une phase d'entre-deux, et quand le président Zelensky dit il faudra attendre donc la fin de l'été, ça veut dire qu'il espère entre-temps gagner des batailles et augmenter sa main pour la négociation. Mais on sent bien, comme vous le dites à juste titre, qu'on commence petit à petit à se mettre dans une situation où il faudra négocier.